Je passe sans plus attendre la parole à ma collègue et amie Claudine Tiercelin, qui est titulaire ici de la chaire de métaphysique et théorie de la connaissance, qui est une spécialiste en particulier du pragmatisme, de l'œuvre de Charles Sanders Peirce, dont on a parlé tout à l'heure à l'occasion du livre d'Eduardo Kohn, la philosophie de la connaissance aussi, qui développe le projet d'une métaphysique scientifique qui peut paraître une contradiction pour des gens qui ne sont pas tout à fait familiers avec la philosophie contemporaine. C'est une métaphysique qui est à la fois réaliste et rationaliste, au croisement finalement de la philosophie analytique et de la tradition rationaliste française. Parmi ces nombreux ouvrages, je citerai tout particulièrement l'un que j'ai beaucoup apprécié personnellement, qui est Le ciment des choses, et qui est au fond un traité de métaphysique scientifique qui offre, à mon sens, une description extrêmement plastique et réaliste de ce que l'on peut connaître du monde. Claudine Tiercelin va nous parler bien de la place, au fond, de l'esprit dans la nature, ou de la nature dans l'esprit, qui est une question qui se pose avec insistance depuis pas mal de temps, mais encore plus depuis une trentaine d'années dans la philosophie contemporaine. À toi, Claudine. Merci infiniment de m'avoir permis de parler à l'occasion de ce beau colloque. Alors, face à un cyclone, à un séisme ou à un tsunami, à une invasion de sauterelles ou de moustiques, ou aux assauts répétés dans notre jardin de la Pyrale du Buis, nous n'avons aucun mal à prendre la mesure de la puissance de la nature et à en conclure à l'impuissance face à elle de toute action humaine, a fortiori mentale. Mais nous n'avons aucun mal non plus, à l'inverse, à repérer ce que peut être la place de l'esprit dans la nature en nous promenant dans les allées impeccablement tracées d'un vignoble bien entretenu, ou expérience cette fois plus malheureuse lorsque nous entreprenons de démazouter une plage, rocher après rocher. Harmonie parfaite dans le premier cas entre le travail de celui qui, si désireux soit-il de mettre la nature en ordre, sait aussi que domestiquer, c'est respecter la bonne taille des ceps et l'advenue à maturité des grappes, témoin ô combien merveilleux de ce que l'essence, entendons, la nature d'une chose est en effet sa fin. Dans l'autre cas, au contraire, ce qui domine, c'est la tristesse ressentie devant certains effets de l'esprit, lorsque son objectif semble se limiter à nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, au mépris du milieu et de l'environnement. Toutes ces expériences nous sont familières. Elles témoignent aussi du fait, assez peu contestable, que la nature se donne comme ce bloc de réalité autonome, résistant, récalcitrant, aux modes de fonctionnement, règles et agencements propres, et que nous y sommes donc toujours un peu comme un empire dans un empire. Parallèlement, et tout aussi peu niable est l'expérience que nous faisons d'une authentique réalité des propriétés mentales, que nous entendions l'esprit comme la capacité de nous représenter le monde, d'y déployer des désirs, des croyances ou autres attitudes propositionnelles, une forme d'intentionnalité, d'agentivité libre, ou plus encore peut-être comme cette conscience aiguë que nous avons des choses qui nous renvoient certes à notre réflexivité, mais plus encore peut-être à ces propriétés qualitatives ou phénoménales que nous éprouvons et ne pouvons éprouver qu'en première personne. C'est ainsi qu'en vertu de ces intuitions parfois contraires, nous sommes prêts à admettre, par exemple, de ces phénomènes naturels que sont la fumée ou les cercles concentriques sur le tronc d'un arbre que l'on a abattu, que pour la première, ils sont le signe du feu et que pour les seconds, ils indiquent l'âge de l'arbre. Mais bien moins disposés, en revanche, à soutenir que la fumée entendrait par là signifier le feu, ou que l'arbre aurait l'intention de nous indiquer son âge. Parce que spontanément, nous estimons que ni la fumée ni l'arbre ne pensent, pas plus qu'ils n'ont l'intention de faire quoi que ce soit. Il nous semble aller de soi que la signification naturelle n'implique aucunement la signification mentale, le vouloir dire, encore moins la signification conventionnelle, le vouloir dire quelque chose à quelqu'un en vertu d'une règle ou d'une convention.
Et si nous nous mettons à comparer la pauvreté des signes naturels à la richesse des signes mentaux et des signes linguistiques, nous avons du mal à ne pas constater l'abîme qui les sépare. La conclusion assez vite s'impose, les significations mentales et linguistiques ne font pas partie de la nature, mais d'une sphère autonome et nouvelle, la sphère du sens, laquelle est proprement humaine. Ainsi en a du reste conclu toute une tradition qui va de Descartes à l'herméneutique contemporaine en passant par Herder ou Dilthey. La nature, aussi sophistiquée que soient les relations naturelles de signification qu'elle peut instaurer des végétaux aux mammifères supérieurs, ne saurait par ses seules ressources produire du sens. Pour qu'il y ait du sens, il faut plus qu'une complexification de ces relations naturelles, il faut un saut qualitatif, le passage à quelque chose qui soit capable de créer un monde, une histoire et des règles. L'idée même de signification naturelle est donc un non-sens. Les phénomènes de signification ne peuvent être abordés qu'à partir d'un univers où le sens est déjà constitué. Seul le sens permet de comprendre le sens, c'est l'une des versions du cercle herméneutique. L'empire du sens ne peut donc être un empire dans un empire. Pourtant, si nous suivons une telle pente herméneutique, alors c'est non seulement le sens, mais toutes les opérations mentales et la place même de l'esprit qui risquent de nous apparaître comme inintelligibles. Certes, le monde qui nous entoure, celui des galaxies, des étoiles, de la Terre où nous vivons, des plantes, des animaux, est bien du moins à première vue un monde non mental et non signifiant, un univers régi essentiellement par les lois de la physico-chimie et par les lois du vivant. Mais en ce cas, comment des choses mentales et signifiantes peuvent-elles simplement s'y produire? Et comment peuvent-elles le faire sans avoir la moindre relation avec les entités physiques, chimiques, biologiques et neurophysiologiques qui s'y trouvent? Sans doute est-il mystérieux que des assemblages de matière puissent produire ces assemblages et trames que nous appelons des pensées et des significations, mais n'est-il pas, somme toute, plus mystérieux encore que ces trames n'aient aucun rapport avec le monde naturel? À moins d'avoir un goût prononcé d'emblée pour l'inintelligible et pour le mystère, il nous faut donc tâcher de voir s'il n'y aurait pas quelque rapport réel entre ces deux mondes, et si oui, comment on peut l'entendre, sans que cela nous oblige à un choix cornélien entre l'explication scientifique et les intuitions qui sont les nôtres sur l'esprit et sur la nature. Commençons par cette dernière. Qu'entendons-nous par nature et comment pouvons-nous lever assez vite sur elle certains mystères? Depuis l'époque moderne, en fait, nous savons que la nature est écrite en langage mathématique. Aux savants, la découverte, ou plutôt la construction enthousiasmante de la réalité objective par idéalisation successive. Réduction du réel physique à son écriture mathématique, de la qualité à la quantité et à la mesure, rejet de la finalité en faveur du mécanisme, domestication des intuitions communes dans un maillage serré de concepts, de lois expérimentales, mais aussi de techniques. Au diable les causes et les qualités, laissons-les aux métaphysiciens et aux théologiens. L'apparence phénoménale est subsumée sous des lois et des fonctions calculées, prédire, tels sont les maîtres mots. Pourquoi cette substance brûle-t-elle en dégageant une flamme jaune? Parce que tous les corps de cette espèce, celle de sodium, le font, explique le modèle déductif nomologique de Hempel. Une loi de couverture intervient dans l'explanance, et moyennant telles ou telles circonstances, on déduit l'explanandum de l'explanance. Comment contester les succès ainsi obtenus? La science, fille des Lumières, c'est le public, le communicable, la connaissance et la maîtrise de la nature rendue possible par le biais d'instruments de mesure et de symboles abstraits qui assurent la désignation, la coordination rationnelle entre lois et théories. Tel est le principe de l'unité de la science. Tous les énoncés scientifiques sont exprimés ou sont au moins en principe traduisibles en un langage unique. L'hétérogénéité des phénomènes et des sciences n'est donc qu'apparente, ou plus exactement, relève de pur choix pragmatique. On ne saurait donc évidemment renoncer à la science. C'est elle désormais, et la physique en premier lieu, notre principale, voire seule source d'information sur la nature. S'agissant en effet de la constitution générale du monde, comment ne pas nous en remettre à la physique? Depuis la mécanique de Newton, nous disposons de théories et de lois physiques qui, qu'elles soient déterministes ou probabilistes, et à la différence des théories des sciences spéciales comme la chimie, la biologie, la sociologie ou la psychologie, sont universelles
et fondamentale, valide pour tout ce qui existe dans le monde et indépendante d'autres théories scientifiques. Ces lois sont strictes et n'admettent pas d'exception, ou s'il y en a, alors il doit être possible de les décrire dans le vocabulaire de la théorie en question. Ainsi, pour tout le monde, à l'exception peut-être du créationniste, se trouve acquis le principe d'un physicalisme ontologique minimal, si l'on entend par là l'idée somme toute banale, selon laquelle tout ce qu'il y a dans le monde est identique à des propriétés ou configurations de propriétés physiques fondamentales. Réductionnisme ontologique minimal qui constitue la possibilité principale de réduction des théories des sciences spéciales à des théories de la physique fondamentale et dès lors indissociable du réductionnisme épistémologique. Si le principe de complétude causale, nomologique et explicative s'applique aux théories physiques, et si la physique peut donc apparaître comme une science universelle et fondamentale à laquelle semblent réductibles les sciences spéciales, c'est bien parce qu'à la différence de ces dernières, elle semble complète. Et c'est cette autosuffisance explicative et causale du monde physique qui fait qu'il est juste de considérer que les sciences spéciales dépendent systématiquement de la physique, ou encore, dit-on, surviennent sur elle, tout du moins sur les lois fondamentales de la physique du moment, qui occupe à cet égard une position privilégiée. Mais je reviendrai plus loin sur la manière dont on peut nuancer un peu cette position. Toutefois, et aussi convaincus soyons-nous de la vérité du physicalisme réductionniste, la plupart d'entre nous, dans le même temps, avons une aversion profondément ancrée et quasi instinctive à son égard. À cela, fondamentalement, deux raisons. Nos réticences à accepter que les sciences spéciales n'aient pas une autonomie minimale. Ensuite, le fait que le plus souvent, les réductions nous apparaissent comme des éliminations pures et simples. Certes, nous savons que le réductionnisme scientifique ou épistémologique n'implique pas forcément un réductionnisme ontologique, que l'on peut expliquer une théorie réduite en montrant qu'elle est dérivable d'une théorie réductrice, moyennant des hypothèses d'identité auxiliaire ou micro-réduction, comme celle de la thermodynamique classique à la mécanique moléculaire statistique. Et nous voyons bien qu'il est question dans ce genre de réduction de prédicats, de théories, et non de propriétés ou de phénomènes. Mais nous avons souvent l'impression aussi qu'il ne s'agit pas seulement par là de construire des concepts qui s'appliquerait indifféremment à toute l'échelle des phénomènes naturels, des particules subatomiques jusqu'aux agents humains, et que l'objectif est bien de trouver l'essence objective ou les essences naturelles dont relèveraient aussi bien, comme à un même niveau de réalité, en quelque sorte, les collisions entre particules élémentaires que les processus cognitifs qui conduisent au mouvement corporel, au comportement, voire aux actions d'un agent humain. Tel est bien là le problème. Nous sommes prêts à admettre que la chimie de Lavoisier a éliminé, et pour le meilleur, le phlogistique des alchimistes. En revanche, si nous sommes biologistes, et même si naturellement nous considérons que les êtres vivants ne sont composés que de parties matérielles, ou encore que les relations entre elles, leurs interactions avec l'environnement, sont exclusivement déterminées par les propriétés de leurs parties, nous sommes de plus en plus réticents, au fur et à mesure que nous découvrons l'immense complexité du mécanisme de l'expression des gènes, par exemple, à admettre que les gènes ne soient rien d'autre et rien de plus que des molécules d'ADN. A fortiori, pour notre esprit, si nous sommes philosophes de l'esprit ou psychologues, cela nous chiffonne que nos états mentaux ne soient rien d'autre et rien de plus que l'expression de nos états cérébraux. Ainsi s'explique l'attrait suscité dans les années 70 chez les philosophes de l'esprit et de la cognition par ce qu'on a appelé le matérialisme non réductionniste, souvent d'ailleurs sous l'impulsion des analyses menées par le philosophe Hilary Putnam dès les années 60, en réaction au réductionnisme associé tant au positivisme qu'au matérialisme qui bat alors son plein en philosophie de l'esprit et en philosophie des sciences. Certains parleront même d'un consensus antiréductionniste qui se fait jour alors. L'espoir est en effet désormais de réconcilier notre image intuitive selon laquelle l'esprit n'est pas une exception causale au sein du monde naturel et physique, avec notre résistance à l'idée que les phénomènes mentaux ne seraient que des phénomènes naturels comme les autres. Cette image a également joué un rôle crucial dans l'essor des sciences cognitives, car il semblait essentiel à ces disciplines de montrer que leurs explications ne se ramenaient ni à celles du behaviorisme, ni à celles des neurosciences, et concernaient un niveau intermédiaire entre le niveau purement intentionnel de description et le niveau physique. Ainsi,
Pour rappeler quelques éléments de cette histoire récente, l'un des arguments qui ont le plus pesé contre le réductionnisme en philosophie des sciences et en philosophie de l'esprit, c'est le problème soulevé par Putnam dès 1967 de la multiréalisabilité ou réalisabilité multiple. Contre la thèse matérialiste de l'identité des états mentaux et cérébraux, il s'agissait de dire que le réductionnisme psychophysique ne tient pas compte de la possibilité physique évidente que les propriétés mentales, donc désir, croyances, douleurs, aient des réalisations physico-chimiques neuronales multiples, voire radicalement différentes d'une espèce animale à l'autre, ou même d'un individu à l'autre. D'où le succès, dans un premier temps, de l'hypothèse dite fonctionnaliste de l'esprit, inspirée des travaux de Turing et de la théorie contemporaine de la calculabilité, par réaction, dira Putnam, à l'idée que aussi importante est notre fonction que notre quoi et notre comment. Que dit en effet le modèle fonctionnaliste ? Que les états mentaux d'un être humain, croire que P, désirer que P, ne sont que des états computationnels du cerveau. Pour comprendre les états mentaux, il n'y aura donc qu'à s'abstraire des détails de la neurologie, comme on fait abstraction des détails du matériel, hardware, quand on programme ou utilise des ordinateurs, et à décrire les états mentaux dans les termes des calculs qui les mettent en œuvre, en d'autres termes, et d'une manière très différente de celle à laquelle on est habitué en physique, en considérant les états mentaux comme des logiciels, software. Un mot, une machine, un robot, une créature composée de silicium ou un esprit désincarné peuvent tous marcher de la même manière à condition d'être décrits au niveau d'abstraction requis. Les états mentaux se définissent en termes de fonctions ou de rôles causaux et non sur la base de leur substrat physique. Certes, les états mentaux sont réalisables chez les êtres humains en vertu de certaines propriétés physico-chimiques qui ne sont présentes que dans la matière organique, mais ils sont réalisables aussi chez des martiens ou des êtres dont le hardware est fait de silicium ou de gruyère, pour reprendre le terme de Putnam. Autrement dit, ils sont réalisables par toutes sortes de propriétés physico-chimiques distinctes. Mais le succès du fonctionnalisme n'aura qu'un temps, à mesure que se fait plus aiguë la conscience, chez ceux-là même qui en ont été les promoteurs, qu'il s'agit d'une vision finalement aussi scientiste et réductionniste que la théorie de l'identité des états mentaux. On ne manquera pas alors de souligner plusieurs aspects du mental dont l'irréductibilité apparaît de plus en plus criante, qu'il s'agisse de la référence, de la signification, de la rationalité, ou encore de la conscience ou de l'irréductibilité des qualia, et plus généralement de la causalité mentale. Un petit mot sur chacun des points. On rappellera d'abord que la signification doit s'entendre de façon holistique, comme une notion normative non réductible à une notion physicaliste, qu'elle est dépendante de notre environnement physique et social. Si l'on vous dit par exemple que le voleur est entré par cette fenêtre et que le sol est boueux à l'extérieur, vous en déduirez qu'il y a des empreintes dans la boue sans qu'il s'agisse d'une conséquence logique des faits établis, car vous avez manifestement recouru à une hypothèse auxiliaire qui n'a pas été établie, à savoir que si le voleur est entré par cette fenêtre, il a marché sur le sol pour aller à la fenêtre, ainsi qu'à d'autres informations générales. Ce qui a valeur expérimentale, c'est donc le groupe d'énoncés, et cette valeur n'est pas la simple somme des énoncés individuels. C'est d'ailleurs un des éléments qui distingue le langage ordinaire du langage formalisé. Certes, il faut se trouver dans un état physique et dans un état computationnel approprié pour croire, par exemple, qu'il y a un chat sur le tapis, mais pas au sens où il faudrait un seul et unique état physique ou un seul et unique état computationnel pour croire que le chat est sur le tapis. Il faut donc renoncer au modèle d'explication fonctionnaliste du mental. Les attitudes propositionnelles du type « croire que la neige est blanche, être sûr qu'il y a un chat sur le tapis » ne sont pas des états du cerveau humain et du système nerveux qui pourraient être considérés isolément de l'environnement social et non humain. A fortiori, ce ne sont pas des états fonctionnels, c'est-à-dire des états que l'on pourrait définir à l'aide de paramètres qui entreraient dans une description de l'organisme sous forme de logiciel. Les propriétés fonctionnelles ne peuvent se réduire à des cerveaux individuels, ni davantage du reste, à des organismes dans leur environnement, comme le prônent certains socio-fonctionnalistes. Admettre le fonctionnalisme, c'est présupposer une sorte de maître algorithme de l'interprétation, une théorie idéale de ce que sont l'adéquation, la rationalité, autant proposer de faire un tour d'horizon de la nature humaine in toto, comme dit Putnam, passer en revue tous les états dans lesquels un seul être humain particulier pourrait se trouver quand il croit qu'il y a de nombreux chats
dans le voisinage est une tâche qui n'est pas moins illimitée que de passer en revue toutes les cultures humaines et tous les modes de fixation de la croyance. » Fin de citation. Ces critiques valent aussi pour la rationalité, naturellement. Comment pourrait-on éliminer de la rationalité son aspect normatif et intentionnel, comme le croit par exemple la biologie évolutionniste, qui élucide le rationnel en termes biologiques? Se représenter la rationalité comme une espèce naturelle ou la réduire à son ancrage biologique relève, dit Putnam, du suicide mental. Toute théorie qui se représenterait la raison à partir d'une liste de critères, de canons, de tests ou d'algorithmes est donc vouée à l'échec. Au passage, cela fait apparaître aussi comme tout aussi réductionniste la conception des relativistes contemporains, tels Feyerabend ou Kuhn, pour qui la rationalité se ramènerait à ce que dit notre culture locale. La théorie selon laquelle, dit Putnam, la réalité est définie par un programme d'ordinateur idéal est une théorie scientiste inspirée par les sciences exactes. La théorie selon laquelle elle est définie par les normes culturelles locales est une théorie scientiste inspirée par l'anthropologie. Fin de citation. Toutes les tentatives de naturalisation de la connaissance seraient donc, à l'en croire, vouées à l'échec. L'irréductibilité de l'esprit apparaît encore d'une troisième manière, et c'est cette fois au niveau de la conscience ou de ce que l'on appelle les qualia. Assez parlant ici est le phénomène de la douleur, sur lequel j'avais déjà eu l'occasion d'attirer l'attention au colloque de rentrée de 2010, dans une réponse que j'avais faite à Denis Le Bihan sur certaines conclusions, à mon sens un peu rapides, que l'on croit parfois pouvoir tirer des nouvelles techniques d'imagerie médicale, en considérant qu'elles ont accompli des exploits révolutionnaires dans la compréhension des phénomènes mentaux, parce qu'elles nous donneraient directement, désormais, à voir le cerveau. Mais en quoi voir sur un écran telle trace physique A nous renseigne-t-il sur le phénomène psychique B censé lui correspondre? La très délicate analyse de la douleur, y compris en imagerie, du reste, l'illustre. D'où la tentation de certains, dès les années 70, d'appeler à une division du travail nette entre neurosciences et philosophie de l'esprit et psychologie cognitive. Tant il semble exact, comme le rappelle le pourtant physicaliste Jae-Gwon Kim, que faire une liste courante de corrélations ne nous apporte pas l'embryon d'une indication explicative sur les raisons pour lesquelles de telles corrélations existent. Pas une lueur d'explication, disait William James déjà dans The Principles of Psychology, n'est encore en vue, ni pour lesquelles ce sont telles ou telles corrélations bien précises qui existent, ou en vérité pour lesquelles le cerveau doit donner de fait naissance à des pensées ou de la conscience. Pourquoi la douleur se produit-elle quand les fibres C sont activées selon la neurophysiologie fictionnelle des philosophes et pas dans une autre condition neurale? Pourquoi la sensation de chatouillement ou de grattement se produit-elle à partir de l'activation des fibres C? Pourquoi la moindre expérience consciente se produit-elle tout bonnement quand les fibres C se déclenchent? Pourquoi y a-t-il tout bonnement de la conscience dans un monde qui n'est en dernière analyse rien d'autre que morceaux de matière éparpillés dans les régions de l'espace-temps? En termes lockéens, cela reste aussi mystérieux que d'essayer, aux fins d'expliquer comment les qualités secondes produisent leurs idées en nous, de supposer qu'une violette, par la poussée de particules insensibles de matière, de figure et de masse spécifiques, avec des mouvements de degrés et de types différents, produisent dans l'esprit les idées de couleur bleue et d'odeur sucrée. Car il n'est pas plus impossible, écrivait Locke dans l'essai, de concevoir que Dieu annexe telle idée à tel mouvement qui n'a aucune similitude avec elle, que de concevoir qu'il annexe l'idée de douleur au mouvement d'un morceau d'acier coupant qui n'a aucune ressemblance avec cette idée. Fin de citation. La dépendance ou survenance faible du mental sur le cérébral n'entame donc rien, en rien, on le voit, le principe d'irréductibilité ou de relative autonomie des sciences spéciales, dont on s'aperçoit même, et ce de plus en plus, que les explications sont absolument indispensables. Évoquons rapidement le quatrième problème, celui de la causalité mentale, et donc cette fois celui de la place exacte de notre liberté dans la nature. Nous pensons spontanément que nous sommes des agents libres, que si nous pouvons agir que nous ne sommes des agents libres, que si nous pouvons agir sur le monde physique en vertu de nos décisions et plus généralement en vertu de nos états et processus mentaux, en d'autres termes, si nous admettons le principe d'une forme de causalité mentale descendante. Comme l'exprime avec humour Jerry Fodor, je suis loin d'être convaincu qu'il importe vraiment que le mental soit physique, encore moins qu'il importe que nous puissions le prouver. Tandis que s'il n'est pas littéralement vrai que mon vouloir est causalement responsable de ce que j'accomplis, que ma démangeaison est causalement responsable du fait que je me gratte, et que ma croyance est causalement responsable de ce que je dis, si rien de tout cela n'est littéralement vrai, alors pratiquement tout ce que je crois, surtout,
est faux, c'est la fin du monde. En d'autres termes, et telle est sans doute la raison majeure de notre réaction épidermique au réductionnisme physicaliste, comment l'esprit peut-il bien exercer ses pouvoirs causaux dans un monde dont nous sommes prêts par ailleurs à admettre qu'il est physiquement clos? Pourquoi et comment peut-il exister quelque chose comme un organisme vivant, un esprit, une conscience, dans un monde intégralement régi par la physique? Ce sont des préoccupations de ce genre qui étaient déjà au cœur de la doctrine de l'émergence développée au XIXe siècle et au début du XXe siècle, sous l'influence d'auteurs comme Charlie Dunbar Broad, Lloyd Morgan ou Samuel Alexander. Pour ces derniers, les propriétés biologiques comme les propriétés mentales émergent de la matière en vertu du fait que certaines propriétés systémiques que possèdent des systèmes complexes sont qualitativement différentes des propriétés de leurs parties et peuvent causalement modifier les états de choses au niveau des composantes des systèmes. Mais pour les résoudre, ce qui était tout à fait à son honneur, il voulait rester dans un schéma réductionniste et notamment ne pas réintroduire en douce quelque élan vital bergsonien ou autre billevesée panpsychique. C'est aussi ce type de représentation que l'on retrouve dans des conceptions non réductionnistes actuelles, comme celle de William Wimsatt ou Philip Kitcher en philosophie des sciences, ou comme celle de Jerry Fodor ou de Donald Davidson en philosophie de l'esprit. Elles ne sont sans doute pas pour rien non plus, non seulement dans la recrudescence de l'engouement pour telle ou telle forme de panpsychisme, donc thèse selon laquelle toutes les propriétés sont mentales, mais aussi dans la capacité étonnamment forte, aujourd'hui encore, du dualisme à se maintenir, sinon sous la forme du dualisme des substances ou même des propriétés, du moins dans le cadre d'une perspective dualiste générale, et pas seulement chez un philosophe contemporain comme David Chalmers, mais en chacun de nous, alors même que nous avons du mal à continuer à croire, et pas seulement pour des motifs religieux, à des âmes ou à des esprits désincarnés et à des corps purement matériels, et en dépit aussi d'arguments convaincants adressés au dualisme, parmi lesquels précisément l'impuissance causale d'un esprit qui serait situé en dehors de l'espace physique, coupé causalement non seulement des objets physiques, mais aussi d'autrui, et la difficulté corrélative que nous aurions alors non seulement à en justifier l'utilité ou la valeur explicative, mais à montrer, en l'absence d'interaction causale avec eux, comment nous pouvons, purement et simplement, parvenir à le connaître. Qui ne se souvient d'ailleurs de la solitude désespérée de Descartes au début de la seconde méditation, alors qu'il n'est encore certain que d'une chose, pas même de ce qu'il est, à savoir à tout le moins une res cogitans, mais qu'il est, qu'il existe, dans le temps, mais uniquement dans le temps où il pense. L'enjeu pour nous est donc clair. Existe-t-il un moyen d'éviter tout de go et le panpsychisme et le dualisme, mais également le physicalisme réductionniste, sans sombrer dans un matérialisme non réductionniste trop mollasson, et donc tel qu'il nous permette de préserver et la science et un certain nombre de nos intuitions. Pour espérer avancer dans la solution, il importe de bien mesurer le dilemme qui se pose à nous, convaincus comme nous devons l'être, je crois, de la vérité d'un physicalisme minimal, à tout le moins ontologique. Ce dernier fait, en effet, problème, non seulement parce qu'il heurte plusieurs de nos intuitions fortes sur la place de l'esprit dans la nature, mais aussi et surtout parce qu'il nous contraint à jongler avec des intuitions contraires que l'on peut au fond résumer ainsi. Nous sommes prêts à accepter les trois propositions suivantes, mais nous ne parvenons pas à les accepter conjointement parce qu'elles semblent incompatibles entre elles. 1. Les propriétés et faits mentaux sont distincts des propriétés et faits physiques. 2. Les propriétés et faits mentaux ont une efficacité causale sur les événements et propriétés physiques, et ces derniers ont une efficacité causale sur les premiers. 3. Les propriétés et faits physiques suffisent à eux seuls à expliquer causalement ce qui se produit dans le monde. On aimerait bien les conserver toutes, mais il semble que ce ne soit pas possible. Comment intégrer les événements mentaux dans le réseau des interactions causales, dès lors que sont admis les deux principes métaphysiques assez difficilement contournables que sont celui de la clôture causale du physique et celui de l'exclusion causale du mental, conséquence de l'impossible surdétermination causale. En fin de compte, nous nous trouvons au fond devant l'alternative suivante. Ou bien embrasser la conception de la réalisation et sauver la causalité mentale, ou bien mettre en avant le statut unique et distinctif des propriétés mentales, notamment les qualia, mais en étant prêt à en abandonner les pouvoirs causaux. Paradoxalement, le choix qui nous est offert risque d'être illusoire, car les deux solutions peuvent aboutir au même résultat. Si vous choisissez la première, vous risquez de perdre ce qui rend le mental si singulier. Et à quoi bon sauver la causalité mentale si l'on perd l'activité mentale au cours de l'opération?
Si vous choisissez la seconde, vous risquez aussi de perdre le mental, car à quoi bon sauvegarder quelque chose de causalement impotent? Pourquoi s'embarrasser avec les croyances et les désirs, ou les qualia, si leur présence ou leur absence ne fait aucune différence et nous rend incapables d'expliquer quoi que ce soit? Être réel, c'est avoir des pouvoirs causaux. Il semble donc que nous nous retrouvions dans une impasse. Voilà peut-être en quoi le problème de l'esprit, dit Jay Womkin, notamment dans un de ses très beaux livres, est aporétique. En d'autres termes, si vous admettez, comme je crois on le doit, qu'il ne peut y avoir deux causes du même effet, et que le critère de réalité d'une chose est bien celui qu'évoque la maxime de Samuel Alexander, selon laquelle être réel, c'est avoir des pouvoirs causaux, de deux choses l'une, ou bien les explications nous disent tout sur les causes, et alors elles préemptent ou éclipsent les explications mentales, ou bien ce n'est pas le cas, et il y a surdétermination. Et pourtant, on aimerait tant que les antiréductionnistes aient raison. Qui voudrait être qualifié aujourd'hui de scientiste et de réductionniste? Comme le nomme Kim, être réductionnisme est devenu un qualificatif aussi peu fréquentable que celui de positiviste logique ou celui de vieux gauchiste. Plane sur lui comme une aura de naïveté doctrinaire. Le problème est que c'est plutôt lui qui semble avoir raison et qu'on ne vient pas si facilement à bout du réductionnisme physicaliste. Tâchons donc de proposer, pour finir, s'il me reste quelques minutes, quelques voies qui nous permettraient d'avancer dans la résolution du problème. Pour ce faire, je crois que nous devons rester fermes sur quelques principes. D'abord, sur notre volonté d'explication et de refus du doux réconfort que serait le retour au mystère auquel nous acculerait, il faut bien le dire, en dépit des efforts sympathiques menés aujourd'hui en ce sens, tel ou tel dualisme ou telle version de panpsychisme. Rester ferme aussi sur les principes de l'unité de la science, de la clôture causale du physique et de l'exclusion causale du mental. Restons fermes enfin sur l'importance du travail spécifiquement philosophique qu'il reste à mener, non pas contre ou sans les sciences, ni en position de servante, mais à leur côté. 4 suggestions rapides donc en ce sens pour finir. Première suggestion, rappelons d'abord qu'expliquer, c'est réduire. Si nous voulons intégrer dans un système unique de connaissances scientifiques les théories élaborées des différentes sciences, alors il faut réduire. Et cela ne doit pas être seulement vrai de la chimie et de la biologie, cela doit pouvoir aussi s'appliquer à des domaines comme la psychologie cognitive, dont il devrait être possible, à mesure que sont mis en corrélation certains de ces concepts, au terme de clarification et de rectification avec des concepts neuroscientifiques, de déduire nomologiquement l'ensemble des lois de celles de la théorie de niveau inférieur qu'est la neurophysiologie. Il n'y a aucune raison, du reste, de redouter le réductionnisme dès lors que l'on mesure d'une part que réduire ce n'est pas éliminer et d'autre part que l'on peut parfaitement souscrire à une forme d'émergence faible qui ne soit pas en opposition avec la réduction, ce qu'avaient parfaitement compris du reste les émergentistes britanniques, à ceci près qu'en ce qui concernait justement la base primitive, il considérait qu'elle était en effet primitive et qu'il fallait l'accueillir avec, disait Alexander, la piété naturelle du chercheur et qu'elle n'admettait pas d'explication. Il me semble que la différence entre eux et nous, c'est que nous voulons faire mieux que nous contenter de la piété naturelle, nous voulons expliquer. Mais on le voit, non seulement le concept ontologique d'émergence permet de sauvegarder notre intuition, finalement d'une différence qualitative dans les phénomènes de plus en plus complexes, mais il peut parfaitement accompagner notre idéal physicaliste de l'unité des sciences et n'est en rien incompatible avec le réductionnisme épistémique, à condition, d'une part, de distinguer les propriétés du tout et celles des parties que le constituent, et d'autre part, d'expliquer l'apparition de ces propriétés émergentes et pas seulement résultantes sur la seule base des propriétés de niveau inférieur et des interactions qu'elles ont entre elles. Les difficultés d'analyse rencontrées font apparaître, vous voyez, l'urgence d'une réflexion plus large, certainement, sur le type de modèle épistémologique qui serait le plus approprié pour le travail à mener. Si les structures impliquées sont complexes, il faudra sûrement s'appuyer, plutôt que sur des généralisations, sur des analyses de détail, à l'inverse de ce à quoi on est habitué peut-être dans les sciences physiques. En étant attentif aux sciences, mais sans céder au scientisme, il faudra utiliser toutes les ressources des sciences impliquées, neurosciences, psychologie cognitive, mais aussi philosophie de l'esprit, métacognition, épistémologie, afin de prévenir toute conclusion hâtive.
D'où l'importance, je crois, d'une démarche que je qualifierais volontiers de véritable ontologie cognitive exploratoire, qui consisterait à déterminer moins à quoi, par exemple dans le cerveau, correspond telle activité mentale, que ce dont on parle lorsque l'on considère qu'il y a certains processus mentaux qui se déroulent, en distinguant en particulier aussi finement que possible au sein de l'esprit les niveaux, comme on dit maintenant, subdoxastiques, doxastiques, métadoxastiques et surdoxastiques. Ensuite, il me semble clair que ce genre d'ontologie cognitive reposera sur une tâche empirique et en partie conceptuelle, beaucoup plus conforme du reste aux enseignements de la philosophie des sciences contemporaines, qui montrent que cela vaut la peine de chercher d'autres modèles de réduction. Des suggestions convaincantes ont été faites, notamment pour dépasser le débat entre les conceptions de la réduction en termes de loi pont, d'identification, d'élimination, et on s'oriente plutôt, notamment dans les neurosciences, vers la recherche de procédures de réduction capables de mettre en évidence des mécanismes interniveaux plutôt qu'intraniveaux, et le modèle réductionniste le plus adéquat, à même donc d'éviter tant l'éliminativisme pur que le repli systématique vers un consensus antiréductionnisme trop mou, ressemble bien plus à un modèle conservatif qu'éliminatif. Bref, il y a un mouvement de va-et-vient, me semble-t-il, qu'il faut envisager, interthéorique entre les disciplines, qu'on voit déjà à l'œuvre du reste, aussi bien chez les psychologues cognitifs que chez les philosophes des sciences et de l'esprit qui travaillent ensemble. Donc tout intérêt à envisager une collaboration interdisciplinaire dynamique entre les différents domaines du savoir, dont je n'exclus pas, vous l'aurez compris, les philosophes, et sans réduire ceci, vous l'aurez aussi compris, à la peau de chagrin ou au choix à la camisole de force à laquelle veulent désormais les condamner quelques hipsters de la philosophie dite expérimentale. Donc une collaboration qui devrait aussi bien, du côté des scientifiques, se méfier d'un certain impérialisme et de tentations éliminativistes, car, après tout, de même que l'unité des sciences reste un idéal, la complétude causale du physique n'est pas davantage non plus réalisée ou n'est close qu'en principe. Donc, dans les deux cas, règle commune, éviter l'arrogance et le mépris. Très bien, merci. Cela suppose, ce sera ma deuxième suggestion, de soutenir qu'être complet est une chose, être fondamental en est une autre. Et donc, en conséquence, que nous devons distinguer le registre épistémologique et le registre ontologique. De déterminer quels sont les différents degrés de réduction possibles, si vous voulez, ne règle en rien la question de savoir de quoi, au fond, est fait le monde, si oui ou non la réalité comporte des degrés ou des niveaux hiérarchiques de complexité réductible, ou encore plusieurs types de propriétés, catégories ou dispositionnelles, etc. Donc, c'est justement cette neutralité ontologique qui est extrêmement importante et que nous devons préserver. Une telle distinction du niveau épistémologique et du niveau métaphysique de l'enquête rend alors possible, et à mon sens souhaitable, et c'est ma troisième suggestion, j'en ai plus qu'une donc, une authentique métaphysique de l'esprit qui fasse place, comme je l'ai montré ailleurs, aux propriétés physiques comme mentales, à condition de ne pas sous-estimer l'importance des propriétés dispositionnelles. Si l'esprit trouve sa place dans la nature, c'est parce que l'univers est un ensemble de réseaux de dispositions et de pouvoirs causaux régis par des lois, mais évidemment, je n'irai pas plus loin aujourd'hui sur ce point. Donc, dernier point, je terminerai plutôt en suggérant, voyez-vous, une quatrième ligne de recherche, en fait particulièrement fructueuse à mon sens, parce qu'elle suppose ici encore une approche transdisciplinaire et une division du travail qui doivent pouvoir se faire si du moins nous sommes prêts à réviser certains clivages traditionnels en vertu desquels nous avons pris l'habitude d'opposer les domaines de l'esprit et de la nature. Pas ici, mais ailleurs très souvent. J'ai évoqué en commençant la question du sens, vous vous souvenez, en insistant sur ce que ce concept pouvait en effet avoir de clivant. En vérité, en allant de plus près du côté de certaines approches, comme celle de philosophes de l'esprit et du langage, qui s'inscrivent dans la lignée de ce qu'on appelle aujourd'hui le naturalisme sémantique, il faudrait sûrement singulièrement même nuancer cette opposition. Mais il en est une autre, au moins aussi traditionnelle, celle qui a trait à la normativité, dont on considère qu'elle relève de l'esprit, mais ne peut en aucune façon être associée au domaine de la nature. Je voudrais dire en quelques mots pourquoi c'est là encore une erreur de continuer à voir les choses ainsi, et que c'est en retravaillant les concepts de normes et de normativité que l'on a des chances de mieux comprendre comment et pourquoi l'esprit peut trouver sa place dans la nature, mais j'y insiste réciproquement, la nature, elle aussi, trouvait mieux sa place dans l'esprit. Si employé, exige de repenser les liens entre esprit et nature selon une approche à la fois ascendante et descendante.
et de montrer qu'il y a peut-être plus de normativité dans la nature qu'on ne le croit, mais que de même, au niveau de la normativité la plus élaborée, donc telle qu'elle se manifeste notamment dans les opérations de connaissance auxquelles se livre l'esprit, il y a plus de nature aussi qu'on ne le croit. Pourquoi ? Bien, une caractéristique de l'esprit, dit-on, et ce qui l'oppose à la nature, c'est d'être capable de manifester de la normativité. Assurément, le concept de norme a plusieurs sens, s'y attache l'idée de règles, de standards, de conventions, ainsi qu'une connotation surtout prescriptive, voire éthique. Mais vous pouvez aussi entendre les normes de façon beaucoup plus simple, comme de simples règles de signification, comme ce qui est propre à certaines conditions de position de nos concepts, considérer qu'elles relèvent d'une forme d'engagement ou de prérequis de la rationalité, qu'elles font référence à des justifications ou à des raisons que nous invoquons quand nous voulons expliquer un jugement que nous faisons sur quelque chose, ou enfin à un stade plus élevé dans la hiérarchie, qu'elles sont ce qui guide, mais aussi prescrit la manière dont nous procédons dans une enquête ou une activité épistémique. Ces définitions minimales étant posées, pourquoi peut-on penser qu'il y a bien de la normativité dans la nature ? Eh bien, en premier lieu, à en juger du moins par certains travaux contemporains, parce qu'il y a bien plus de transition encore qu'on ne le voit entre ce qui est propre à l'humain, ce qui est propre à la nature, entre le culturel et le biologique. Au niveau de l'organisation de certaines formes animales, chez les primates non humains, chez les enfants qui n'ont pas encore acquis la parfaite maîtrise des concepts et du langage, on voit déjà s'exercer une certaine normativité qui permet du reste de comprendre comment et pourquoi une normativité plus élaborée pourra ensuite se mettre en place. D'après les travaux réalisés depuis les années 90 en psychologie du développement sur la métamémoire, sur l'apprentissage, sur la métacognition, ici même par Stanislas Dehaene ou par Joël Proust, c'est-à-dire sur cette capacité de penser à ce que nous pensons ou de croire que nous croyons, donc cette activité de second ordre, n'est-ce pas, de l'esprit orienté vers lui-même et non vers le monde, comme le sont nos autres croyances ou représentations de premier ordre, et qui semble être la prérogative de l'espèce humaine, il semblerait qu'on puisse trouver chez certaines espèces animales des marques de proto-représentation, des formes d'évaluation, des capacités de prédiction et même de changement d'attitude et des stratégies d'ajustement à un certain nombre d'opérations cognitives qui justifieraient qu'on puisse dire à ce niveau métacognitif, alors que l'individu n'a donc pas encore une pleine conscience, un contrôle parfaitement maîtrisé de ce qu'il fait de ses concepts, qu'il a déjà un proto-esprit, des proto-représentations. Autant d'analyses de plus en plus étayées, donc, qui nous imposent, en dépit de nos habitudes disciplinaires souvent contraires, de joindre nos efforts. Mais cela est vrai dans l'autre sens aussi, et c'est par là que je terminerai, selon l'axe cette fois descendant. Du côté donc de la connaissance, réflexive elle-même, la continuité entre esprit et nature se rappelle à nous. Sans doute connaître, nous le savons depuis au moins le tête-à-tête, c'est nous employer à parvenir à des croyances qui soient vraies et justifiées. Mais les travaux les plus récents en philosophie de la connaissance soulignent à quel point il nous faut aussi tenir compte de tous les mécanismes causaux fiables, issus de la perception, de la mémoire, du témoignage, qui nous fournissent sinon des justifications pleines et entières, à tout le moins des indices de ce qui est vrai. Pour connaître, il nous faut donc être attentifs à ces formes de normativité mémorielle et testimonienne qui constituent autant d'autorisations épistémiques à avoir confiance en ce que nous percevons, et pas seulement donc en ce qui relève de l'accès immédiat à notre conscience, celle qui nous permet de savoir que l'on sait et qui est tenue en conséquence pour l'état mental supérieur. Peut-être que la connaissance, en définitive, ne nécessite-t-elle pas qu'on sache que l'on sait. En tout cas, peut-être nous faut-il tenir davantage compte de phénomènes comme l'impression de déjà-vu, le sentiment de connaître, le fait d'avoir quelque chose sur le bout de la langue, en un mot de tous ces processus subdoxastiques qui ne relèvent pas encore du registre pleinement représentationnel, mais qui nous mettent bel et bien sur la voie de la connaissance. Être donc plus soucieux de tous ces savoirs tacites, implicites, de ces savoir-faire pratiques qui font bel et bien partie de notre architecture épistémique et qui nous rappellent que nous sommes bien des animaux, certes un peu spéciaux, comme le rappelait hier soir Alain Prochian, mais des animaux tout de même et de plein pied dans la nature. Enfin, il y a plus de relations qu'on ne le souligne, non seulement entre ce que l'on connaît et la manière dont on connaît, mais aussi avec ce que nous visons lorsque nous cherchons à connaître. Au fond, ce qui souvent nous gêne dans le concept de norme, c'est quand nous contraignons d'une façon qui nous semble plus conventionnelle que choisie, elle nous conduit parfois à perdre le sens de nos actions. Si nous sommes si soucieux aujourd'hui de l'obligation qui est la nôtre de faire plus attention à la nature, de la respecter, de développer toute une écologie de l'environnement, c'est aussi parce que nous avons l'impression d'avoir un peu trop perdu de vue le fait que nous sommes nous aussi inscrits dans la nature, que nous sommes des animaux éthiques,
quelque chose de bien différent d'animaux moraux ou moralisateurs, sûrs de ce qui est bien et mal. C'est pourquoi nous veillons à ce que nous faisons, à la manière dont nous conduisons nos actions, et donc à la manière dont, y compris au niveau de nos capacités intellectuelles les plus hautes, nous devons suivre certaines vertus épistémiques, celles-là même dont Aristote nous a montré que même si elles s'en distinguent, elles ne sont jamais bien loin non plus des vertus éthiques. Pour qui veut parvenir à déterminer la place exacte de l'esprit dans la nature, pour reprendre le titre du beau livre de C.D. Broad, il reste donc, vous l'aurez compris, un long chemin à faire, mais il est exaltant. Il supposera un travail de tous, jusque et y compris celui du philosophe, et notamment du métaphysicien. Mais qu'il est exaltant, pour un métaphysicien, de penser que ce faisant, comme le souhaitait si ardemment Émile Meyerson, en restant au plus près de la science, mais en continuant à suivre sa respiration naturelle, il parviendra à mieux cerner les liens de toute évidence étroits et somme toute, du moins ai-je envie de l'espérer, assez peu mystérieux, qui existent entre la philosophie de l'intellect et la philosophie de la nature.